une partie à l'intérieur même du système, ce que j'appelle le système religieux global, du spiritualisme, développement personnel, etc., est directement on pourrait dire, en liaison avec le côté développement durable aussi, et relation avec la planète, etc. D'ailleurs, dans toute une partie du New Age, dans les sociétés industrielles avancées, il y a une dimension théoriquement écologique. Et ce que je veux dire, c'est que ça, c'est au niveau religieux, mais que sur le fond, je parle de l'évolution des valeurs, ce qu'on voit dans les enquêtes valeurs, non seulement à l'échelle des sociétés industrielles avancées, mais à l'échelle de la planète, des valeurs de développement durable, d'un nouveau rapport, d'une écologie qui dépasse l'écologie au sens de l'environnement, d'un certain rapport à l'environnement physique, mais d'une nouvelle écologie sociale, économique, voire politique. D'ailleurs, le livre finit par un plaidoyer sur la gouvernance mondiale, qui est la seule possibilité, à mon sens, pour gérer les problèmes qui se posent aujourd'hui. Les problèmes, puisque finalement, ça sert à quoi le politique? Le politique au sens noble et direct, je ne parle pas du politique au sens idéologique et des formes d'instrumentalisation qui lui sont inhérentes. C'est-à-dire, le politique au sens noble du terme, c'est pour gérer la coexistence, pour permettre la coexistence des humains qui se situent sur un périmètre donné, lorsque les problèmes se situent sur un périmètre donné. Or, comme aujourd'hui, l'essentiel des problèmes, pas tous, mais se situe sur un périmètre qui est un périmètre global, ne serait-ce que le terrorisme, mais le premier problème étant le problème de la survie elle-même, le problème écologique, je ne crois pas qu'on puisse se passer, faire l'économie pour le coup, d'une gouvernance globale, qui ne sera pas forcément un État, parce que quand on pense gouvernance globale, tout le monde dit c'est impossible, parce que ça va écraser les cultures locales. Pas du tout. Alors, je prends l'exemple, mais c'est un exemple banal, mais je prends l'exemple de la Suisse, la Confédération suisse. Il y a un respect, ne serait-ce que des différences linguistiques, qui est peut-être plus fort que si on avait différentes structures politiques. Ben, je pense qu'on peut parfaitement imaginer aujourd'hui une gouvernance globale qui serait une nouvelle façon d'envisager le politique, au même titre que la tribu, une forme tribale, ou la forme de la cité grecque, ou même la Ligue de Délos, quand ça s'est un peu élargi, ou le type empire, ou le type État-nation, sont des formes politiques qui n'ont rien à voir, parce que le périmètre est différent, le nombre de la population est différent, les langues peuvent être différentes, etc. Ben, je pense qu'il faut éventuellement inventer autre chose à l'échelle planétaire, qui ne soit pas forcément de la centralisation, mais qui permette une véritable cohérence. Alors c'est sûr, c'est pas évident à mettre en place, en raison de quoi? Ben, en raison de l'inertie des réflexes politiques, des idéologies, de l'existence d'un monde qui n'est pas encore prêt à ça. Et on le voit même au niveau européen, où à l'évidence, ne serait-ce qu'au niveau européen, la seule manière qu'auraient les Européens d'exister un petit peu à l'échelle planétaire, ça serait d'arriver à avoir une vraie cohérence continentale. Et il n'en est rien, puisque aujourd'hui, ce qui a le vent en poupe, c'est au contraire le retrait nationaliste, avec justement l'instrumentalisation des angoisses liées à l'islam, etc. Et ce qui m'a intéressé, intrigué, qui va dans le sens de ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une surenchère sur le terrain de l'écologie. C'est-à-dire ce qui démontre la capacité du lexique islamique à s'approprier parfaitement les enjeux de l'écologie. Et là, j'ai pris une espèce de leçon d'écologie islamique. On m'a dit, nous les musulmans, nous avons poussé plus loin la notion d'environnement, parce que dans la qualité de l'environnement, nous rajoutons la qualité de l'environnement auditif. Nous considérons, nous prenons en compte le droit pour le citoyen de vivre dans un environnement où il n'est pas agressé. Et ce n'était pas le volume sonore, hein, c'est de ne pas entendre des choses qui le déstabilisaient. On ne va pas rentrer dans un débat de fond. Aujourd'hui, dans toutes les religions, dans tous les milieux religieux, c'est ça qui est intéressant. Et les musulmans ne font pas, tu as raison, ne sont pas du tout. Voilà, donc effectivement, l'enjeu écologique n'était pas au premier rang de l'expression des attentes des musulmans dans leur environnement politique il y a 30 ans, mais il le devient très très naturellement. Si vous allez même à la réunion des musulmans de France, au rassemblement des musulmans, écartés de la finance internationale, et progressivement ils ont réussi à constituer une première monnaie qui est l'écu, mais qui était uniquement une monnaie, pour ainsi dire, d'État à État, une monnaie de référence. Et puis ils en sont arrivés à l'euro, en 2000, l'euro est devenu, en 2000, je crois que c'est 2001, quelque chose comme ça, ou 2002, l'euro est devenu la monnaie de 199, l'euro comme monnaie de référence, et ensuite,
en 2001, je crois, quelque chose comme ça, l'euro est devenu la monnaie sur l'ensemble de l'espace, d'un espace monétaire beaucoup plus large. Et l'idée claire des Européens, ce qu'on peut comprendre, c'était de concurrencer la prééminence du dollar. Et c'est ce qui a été perçu à l'époque par la plupart des économistes américains, et en particulier ceux qui étaient conseillers du département d'État, comme étant la vraie menace des États-Unis, parce que les États-Unis, je vous rappelle, c'est l'économie la plus endettée de la planète, et donc qui ne vit, et qui paye ses guerres, puisqu'on revient à la question de la guerre, je suis désolé, qui paye ses guerres en les faisant financer par les autres, puisqu'il suffit de faire tourner la planche à billets que les autres vont acheter en dollars, même les armements qui vont leur permettre ensuite et du coup, il y avait un risque majeur qui a été perçu à un moment donné au sein même de l'OPEP, et dans un certain nombre d'acteurs qui se sont dit pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas le pétrole en euros? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les accords de Bretton Woods à la base, le dollar était grévé en quelque sorte, était relatif à l'or. Et que lorsque la Banque centrale allemande a demandé la transformation de ces dollars en or, les Américains ont été incapables de le fournir, et du coup on a arrêté cette relation, s'est brisée, c'est le dollar qui est devenu pour lui-même le dollar, et il a dû trouver une autre base, et cette autre base, c'est ça les pétrodollars. Or, la guerre en Irak, à mon sens, ça c'est ce qu'ont pas perçu les Européens, la guerre en Irak était avant tout, pour moi, mais ça il faut lire parce que je ne peux pas dire ça comme ça rapidement, une guerre contre les Européens, sans même qu'ils s'en rendent compte, parce que un des pays qui était le plus avancé dans cette idée, dans la mise en pratique de cette idée, c'était l'Irak de Saddam Hussein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Saddam Hussein, pour dire oui, il faut absolument qu'on le demande en euros, et là, ça commençait à provoquer, il y avait Iran, Irak, et il y avait un pays d'Amérique latine qui était prêt à foncer dans cette direction aussi. Et là, ça veut dire que le dollar ne pouvait plus devenir la monnaie mondiale, et on était dans quelque chose comme 50% pour les États-Unis, enfin le dollar, et 30 et quelques pourcents des échanges mondiaux avant le conflit. Après le conflit, on est à nouveau maintenant à 70-80% en dollars. Donc il faut dire que ça a marché. Donc pour moi, au-delà même de l'armement, de l'industrie de l'armement, c'est le financement lui-même, c'est la finance elle-même. Même quand on dit c'est la famille Bush qui avait intérêt à aller en Irak, etc., je pense que même ça c'est superficiel. Même ça c'est un niveau superficiel. Le niveau le plus profond, c'est que l'économie américaine, donc on pourrait presque dire, si je croyais à la notion de civilisation, je dirais la civilisation américaine, elle est directement alimentée par la prééminence globale du dollar. Et c'est ça qui était en jeu, et donc c'est ça qui finalement, cette remise en cause, cette prééminence, qui n'a pas fonctionné, quoi. Donc oui, dans ce sens-là, ils ont gagné. Ça permet de faire écho à une guerre qui était particulièrement vicieuse. C'était l'embargo contre l'Irak, dont nous savions à l'époque, et c'était reconnu par les autorités américaines, en la personne de Madeleine Albright, secrétaire d'État, nous savions que ça avait fait des dizaines, des centaines de milliers de morts dans la population irakienne. Et Madeleine Albright, vous pouvez YouTuber ça instantanément, était pas bien réveillée ce jour-là, mais quand la journaliste lui dit cet embargo a fait 500 000 morts parmi la population infantile, est-ce que vous croyez que ça valait la peine? Elle répond calmement, ben oui, je crois que ça valait la peine, etc. Hein, parce que nous allons promouvoir la démocratie en Irak. C'était quand même la rhétorique mot pour mot. Eh bien, 17 marins du US Cole sont tués dans l'explosion d'un petit bateau que des gens, vous savez, ces lâches qui commettent des attentats suicides. Oui, d'accord, enfin ces lâches se font exploser pour stopper le bateau de guerre dans la rade d'Aden. 17 marins du US Cole sont tués et les funérailles quelques jours plus tard donnent lieu à un discours de Bill Clinton, et Bill Clinton nous donne l'explication, la matrice analytique de ce qui vient de se passer, et il dit ces jeunes sont morts à cause de leur amour, et là je vais apprendre qu'il y a deux mots pour dire liberté en anglais, for their love of liberty and freedom. Ils sont morts pour leur amour de la liberté et de la liberté, hein, et de la justice. Bon,
Ce logiciel-là, c'était quoi? C'était le logiciel qui dépolitisait totalement la lecture. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait actuellement? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On croit qu'on peut encore, comme à l'époque des canonnières, aller bombarder la Syrie et l'Irak sans se soucier qu'il puisse y avoir une réaction à ces centaines de bombes que nous lançons sur ce pays-là. Et non, ils s'entraînent à quoi, les terroristes? À notre amour coupable du bon vin que l'on boit aux terrasses de nos bistrots. C'est dit par le plus haut niveau de notre appareil politique. Donc on est resté dans ce logiciel qui est précisément de masquer complètement la matrice politique. Vous verrez si vous googlez un petit peu qu'il y a des interprétations qui s'opposent dans le champ académique français sur l'origine du djihadisme. Je dirais que mon identité personnelle, c'est de dire politique, politique, politique. Toutes les interprétations qui ne permettent pas de penser ces horribles, ces épouvantables incidents, accidents, attaques meurtrières à Paris dans un contexte politique bilatéral ne sont pas des analyses. Ce sont des occultations. Et ça rend service à personne. Parce que j'ai eu le privilège tout à fait douteux d'être associé depuis très longtemps à l'analyse des épisodes terroristes, puisque le précédent majeur à Paris, c'est le métro Saint-Michel, à côté. Hein. Métro Saint-Michel, googlez, vous trouverez dans Libération, moi j'avais écrit la recette du poseur de bombes. Et la phrase fondatrice, c'était de dire, quand il y a une bombe, il faut arrêter le poseur de bombes. Respect inconditionnel à ceux qui font une réponse sécuritaire. Mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite déconstruire la machine à fabriquer des poseurs de bombes. Et si on ne déconstruit pas, si on ne cesse pas, si on ne bloque pas les rouages de la machine à fabriquer des poseurs de bombes, on aura encore des bombes. Eh bien, le logiciel occidental de réponse au terrorisme omet à peu près totalement. Hein. Le logiciel occidental américain au 11 septembre a eu deux composantes. 90% de hard power. Les Daisy Cutters, ces énormes bombes qui ont écrasé l'Afghanistan, la réponse policière, sécuritaire. Mais il y a eu un volet culturel. Vous vous souvenez de ces dizaines de colloques sur le dialogue des civilisations? Qu'est-ce qu'on y disait dans toutes les langues de la Terre, y compris l'arabe, bien sûr, dans ces colloques de dialogue des civilisations? Il y avait un non-dit qui était quand même particulièrement vicieux. On n'a pas fait un colloque entre les talibans et les États-Unis pour voir s'il n'y avait pas une porte de sortie culturelle aux différends qui allaient se régler par les carpet bombing. Non. Les dialogues des civilisations ont toujours, et des cultures, ont toujours servi à exprimer une demande. On demande à l'autre de se réformer sa culture. C'est jamais la nôtre, c'est jamais la culture du dominant qui est interrogée dans sa propension à prendre des raccourcis vers le hard power. C'est toujours la culture de l'autre. On lui dit, vous êtes sûr que vous ne pourriez pas former des jeunes qui accepteraient un petit peu nos politiques dans le monde musulman sans avoir envie d'y riposter par la violence. Ça a toujours été ça. Donc c'est ça le vrai problème. Maintenant, je veux quand même une phrase pour conclure, parce que il faut qu'on donne. Oui, j'ai oublié le troisième temps de ma réponse. Pourquoi le lexique religieux envahit l'expression politique actuellement? J'ai juste dit la situation des trois religions n'est pas historiquement la même. Moi, j'ai quand même un gros morceau de mon écriture qui consiste à expliquer le retour du parler musulman. Pourquoi le lexique musulman est devenu le vecteur dominant de l'expression des humeurs de la partie du monde qui a été dominée pendant la période coloniale. Parce que le lexique de la religion musulmane était le seul segment de l'univers symbolique qui n'a pas été obéré, écrasé par la présence envahissante de la modernité coloniale occidentale. Donc ça, on ne peut pas le mettre sur le même plan que le fondamentalisme chrétien ou que le fondamentalisme chez les juifs. C'est un processus qui est lié au changement du rapport de force des acteurs à la sortie du processus colonial. Et ça, c'est, me semble-t-il, très très important de l'avoir en mémoire. Bien, merci. On se rejoint. Je pense qu'il faut dissocier l'observation analytique, scientifique des pratiques sociales dans le monde, et puis les instrumentalisations qui sont faites de cette réalité pour satisfaire les besoins narcissiques, identitaires des différents acteurs. Hein. Et là, il va y avoir une contradiction. Moi, l'un des privilèges que je dois au ministère des Affaires étrangères et au CNRS, c'est d'avoir vécu 23, 24, je ne sais plus où j'en suis, années chez ces fameux musulmans, dans des pays de culture musulmane. Et je dirais que plus j'étais
mis en situation d'abaisser, en faisant des progrès en langue et en connaissance du terrain, les barrières culturelles entre une femme yéménite des hauts plateaux et une ménagère parisienne, plus je me convainquais sans aucune difficulté que la matrice des valeurs humanistes essentielles est partagée. La matrice des valeurs essentielles humanistes est partagée entre tous les segments de la population mondiale. Mais il y en a à qui ça ne plaît pas. Chacun d'entre nous, quand on ne se sent pas bien, on a besoin d'un certain coefficient d'unicité, donc affirmer que nous sommes... Alors, où vient la différence? La différence existe, mais elle vient du fait que pour rendre légitimes ces valeurs humanistes dans chacun des groupes, chacun emploie du matériau symbolique puisé dans son Turaf, dans son patrimoine propre. D'accord? Je prends toujours le même exemple. Je dis, si je suis communiste soviétique en 1950, je dis la justice sociale, les amis, c'est bien, parce que Lénine a dit. Si je suis un chrétien italien ou polonais, je dis parce que Jésus a dit. Hein? Et si je suis non religieux, je dirais parce que la Déclaration des droits de l'homme a dit. À la fin de la journée, nous sommes tous en train de crédibiliser une valeur sociale qui s'exprime différemment selon les groupes. Hein. Mais les groupes, ils ont besoin de temps en temps d'avoir un certain coefficient d'unicité, et donc en politique, en termes de mobilisation politique, l'affirmation de l'identité collective, ça ne fonctionne pas. J'aime bien citer aussi un lapsus extraordinaire de Chirac en 1900, je sais pas combien, non, en 2004. Chirac parle à Tony Blair ou avec Tony Blair et il dit, bon, il fait un lapsus, il dit les États-Unis et la France et l'Europe sont deux pays qui ont les mêmes valeurs. Jusque-là, tout va bien. Ils ont donc des guerres à mener en commun. Ah, contre qui les guerres? Contre tout le reste de la planète qui n'a pas les mêmes valeurs, sous-entendu. On voit bien qu'il y a un problème là. Et ce problème, c'est de ne pas faire la distinction sémantique et philosophique entre l'appareil culturel qui légitime la valeur et la substance de la relation à la valeur. Tout le monde est d'accord pour un certain coefficient de répartition des richesses. Hein. Et j'emploie une autre métaphore. Je dis quand je suis reçu chez un hôte étranger, j'ai pas envie qu'il me serve du Beaufort. Je veux dire, c'est un secret, c'est ma culture intuitive, c'est le fromage des Savoyards, à ne pas confondre parce que je peux être un intégriste sur ce terrain-là, avec le reblochon qui est le fromage des Hauts-Savoyards. J'ai pas envie, si je suis au fond du Yémen, qu'on me serve du Beaufort. J'ai envie de découvrir la diversité de l'appartenance culturelle au sens le plus noble possible. J'ai pas envie d'entendre ma musique à moi. Et lorsque je reçois un hôte, je vais me faire un plaisir de lui faire découvrir la diversité, la spécificité de mon univers culturel. Mais, si, ce qu'à Dieu ne plaise, on entend tomber quelqu'un dans l'escalier, si, ce qu'à Dieu ne plaise, on entend démarrer un incendie, que devient notre différence culturelle? Elle est balayée instantanément. Car nous avons sur le terrain des valeurs essentielles un socle commun qui fait que quand quelqu'un se casse la gueule dans l'escalier, on va l'aider. On ne commence pas à aller fouiller dans notre diversité culturelle. Donc c'est ça qu'il faut rappeler. La matrice des valeurs humanistes, elle est commune. On viendra tout à l'heure à des extrémistes, à l'extrémité des spectres politiques. On va toujours trouver des gens qui vont vouloir. Mais j'espère que j'aurai le temps de dire, c'est pas grave qu'il y ait des extrémistes. Ce qui est grave, c'est quand les extrémistes entrent en interaction avec des segments significatifs des sociétés. Mais les extrémistes, on en aura toujours un petit peu tout le temps. Bon, je ne sais pas s'il me reste une minute, mais on pourra y revenir, sur la prévalence du lexique religieux hein, dans l'expression des tensions politiques. Moi, je propose trois éléments d'analyse. D'abord, bon, c'est peut-être sur ce terrain-là que je n'ai pas exactement les mêmes grilles d'analyse, mais je dis, attention, ne créez pas d'analogie entre les trois religions révélées en termes de leur relation aux politiques. Hein, ce qu'on pourrait appeler la revanche de Dieu. On a tous sous les pieds des crottes de fondamentalisme. Non. Moi, je veux dire, attention, vous ne pouvez pas construire de façon analogique la relation du politique au religieux dans les trois religions révélées. Pourquoi? Si vous le faites, vous niez, vous occultez une réalité essentielle dans tout mon dispositif analytique, c'est les rapports de domination Nord-Sud. La séquelle des rapports de domination Nord-Sud.
l'assassin d'Yitzhak Rabin, je ne le déconstruis pas comme je déconstruis l'assassin de Sadat. Je laisse faire fonctionner votre culture générale. L'assassin de Rabin, il évolue dans une société où il existe des alternatives à l'expression de la différence politique par rapport à celui qui vit dans une dictature absolue. Sadat, c'est le prédécesseur de Sisi. Eh ben, à une époque, il avait à peu près les mêmes méthodes. Si on perd cela de vue, si on perd l'idée que les adeptes des trois religions ne sont pas en état d'apesanteur, on fait des comparaisons analogiques qui gomment une dimension essentielle. Moi j'ai dit non, c'est pas revanche de Dieu, c'est revanche du Sud. C'est revanche du Sud, c'est retour du Sud. Retour du Sud, parce que s'il dit revanche, hein, je nourris le fantasme, c'est retour du Sud. Alors voilà une de mes différences. La seconde, pourquoi le lexique religieux revient? Parce que le lien national dans toute une série de pays, Syrie, Irak, est affaibli par des contestations, par des protestations populaires. Si je ne suis plus syrien, qui suis-je? Eh bien, contrairement à une idée largement avancée, je ne suis pas forcément sunnite ou chiite. C'est très très important de dire qu'en Syrie, je peux être kurde. Ça veut dire que le référent religieux n'est pas l'alternative automatique et exclusive de la dissolution, de l'affaiblissement du lien national. C'est très très important de se souvenir de ça. C'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais. Hein, on ne se raccroche pas nécessairement aux branches du lien religieux. On peut vouloir devenir kurde, comme on peut être touareg dans les régions où la décolonisation n'a pas apporté le cadeau attendu de la cristallisation étatique d'une appartenance nationale. D'accord? Et puis, le troisième raison pour laquelle, chez nous, en Occident, on aime bien décrire l'autre par le lexique de son appartenance religieuse, c'est que c'est vachement pratique. Et ça, je l'ai déjà dit. Si on explique le comportement de l'autre, comme le fait le héros, pas léger, mais Huntington, comme le fait le héros du livre, du vrai héros, Raphaël Lioger, si j'explique l'autre par les racines de son appartenance religieuse, il s'en sortira jamais, le pauvre, il est musulman, ou comme Bernard Lewis qui dit c'est pas la peine de négocier en Palestine. Le problème n'est pas politique, c'est des fondamentalistes musulmans. Suivez mon regard. C'est extrêmement pratique. Si on expulse l'autre du politique, ça nous permet de ne pas avoir à affronter la part de responsabilité que nous aurions si nous acceptons que la matrice du différent est de nature politique. Parce que le différent politique, ça va être deux acteurs en présence. L'explosion du fondamentalisme religieux, hein, ça permet de mettre la responsabilité tout entière sur l'autre. Hein. Et bon, au cas où on n'ait pas le temps de le dire, je dirais que moi, ce qui m'a choqué dans la réaction de nos institutions politiques en France, quand il s'est agi de lutter, de mobiliser les cerveaux hein, pour lutter contre le terrorisme, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé 10 postes de recherche. Oh, c'est vachement bien. Le problème, c'est qu'on les a labellisés islamologie. Cherchez l'erreur. Ça veut dire que nous n'avons pas pensé, ça a été corrigé depuis, il y a des nuances, mais dans l'énoncé, nous n'avons pas pensé la possibilité de construire la responsabilité des non-musulmans. Et c'est énorme, ça, comme posture intellectuelle, et je pense que c'est de ça qu'on est en train de parler, et nous sommes sur la même longueur d'onde. Le relativisme, c'est, on pourrait dire, c'est la dynamique, la vraie dynamique de l'universalisme. C'est-à-dire le relativisme, c'est comment est-ce que la relation est possible à partir d'un socle commun. Donc quand on dit le relativiste, il accepte tout, c'est ridicule. Le relativiste, il n'accepte pas une atteinte à l'intégrité physique. Oui, vous citez l'exemple de l'excision. Exactement, le relativiste, il n'accepte pas tout. C'est justement celui qui n'accepte pas ce qui remet en cause profondément la dignité humaine. Mais on fait passer le relativiste pour pouvoir justifier notre propre racisme pour un différentialiste. Et en général, c'est les différentialistes qui font ça. Qu'est-ce que ça veut dire différentialiste? C'est aussi ce que j'appelle la zoologie de la culture. Et c'est ça, Bernard Lewis, dans un sens. Et c'est pourquoi j'ai appelé, vous allez voir pourquoi, j'ai appelé la guerre des civilisations et pas le choc des civilisations. C'est que Bernard Lewis, il veut dire, moi, j'adore les Arabes. Il fait pareil que Benoît Méchain, qui écrivait soit son bouquin sur Alexandre, ou ses bouquins sur la dynastie des Ibn Saoud, etc. Il dit, ah, les Arabes, l'islam, c'est vraiment merveilleux, c'est extraordinaire. La zoologie de la culture, c'est-à-dire que c'est du néo-orientalisme. Je les trouve beaux, je les trouve magnifiques, j'ai envie de prendre le thé à la menthe, à l'ombre d'une dune avec eux, etc. C'est extraordinaire. Quand ils sont loin, c'est-à-dire quand ils restent dans leur jus, et donc nous-mêmes, on est même prêt à subventionner le fait qu'ils restent encore plus dans leur jus, pour qu'ils y restent. Zoologie de la culture, comme si on visitait un zoo.
En revanche, c'est pour ça que je parle de zoologie de la culture, si par hasard, un arabe voulait épouser ma fille, c'est-à-dire s'il y a hybridation potentielle, c'est pourquoi je parle de zoologie de la culture. Alors là, c'est pas pareil. Je suis zoologue, j'admire les bonobos, mais je voudrais pas qu'il épouse ma fille. Et donc, immédiatement, on a un changement d'attitude. Immédiatement, on a un changement d'attitude. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont prendre pour prétexte qu'ils admirent soi-disant une culture, pour pouvoir dire qu'ils l'admirent, mais quand elle reste chez elle, donc quand elle est authentique, quand elle est... C'est pour ça que la logique du choc des civilisations, c'est une logique de... Il faut éviter de se mélanger, c'est ça. Et c'est du différentialisme à l'échelle planétaire, c'est ce que dit d'ailleurs Huntington, c'est-à-dire qu'il faut ne pas intervenir, maintenir le plus possible les distances entre ces différentes sociétés, puis alors quand elles sont vraiment complètement différentes, justement, c'est les bloody borders. Donc il faut surtout éviter... C'est une sorte d'apartheid. Exactement, c'est l'apartheid. Séparé. C'est de l'apartheid, c'est ce que je dis d'ailleurs, c'est de l'apartheid au niveau international. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui on a dépassé ça. C'est pour ça que je parle de guerre des civilisations. On a dépassé ça puisque on n'a pas le sentiment qu'on a réussi à mettre l'autre à distance, par exemple en Europe. Donc on a le sentiment que l'autre est déjà ici. Comme il est déjà ici, on ne peut plus rien faire pour le maintenir à distance. Donc on ne peut pas éviter le choc. Donc il est déjà en train de s'hybrider. Et donc la situation est insupportable, donc c'est la guerre. Et quel est le discours du gouvernement français actuel? C'est même pas un discours sur la mise à distance, c'est un discours, c'est déjà la guerre. À partir de quoi? À partir de signes qui ne peuvent être que des signes de guerre. Ce qui fait que on est dans une logique où tout signe d'islamité, quel qu'il soit, c'est-à-dire quelque chose de vraiment ridicule, c'est-à-dire d'une épicerie halal, une boucherie halal, jusqu'au fait de porter un foulard, ou même le développement de ce que j'avais étudié avec mes étudiants, et qui touche d'ailleurs aussi des protestants, de ce qu'on appelle le modest clothing, c'est-à-dire le fait de porter le voile d'une multitude de manières, avec une sorte de mode, dans des magazines musulmans comme Iman Magazine, qui sont des magazines qui ressemblent un peu à Elle, version musulman dans les sociétés industrielles avancées. On va avoir un discours du pouvoir qui est, on voit bien que c'est la guerre, c'est avec cette espèce de mot qui est devenu un mot valise, le salafisme qui se diffuse partout, alors que quand on observe les sites concrètement et qu'on n'est pas dans cette idée a priori que c'est la guerre, que déjà c'est, eh bien on se rend compte qu'au contraire, ceux qui sont fondamentalistes ou qui se veulent fondamentalistes sur les forums, par exemple d'Iman Magazine ou d'autres magazines sur cette question du développement du voile comme un phénomène de mode, ceux qui sont le plus opposés, c'est ceux qui se veulent les plus fondamentalistes et qui critiquent justement ces jeunes filles en disant ah, vous utilisez le voile, qui est normalement un objet sacré, comme quelque chose de futile, etc. etc. Donc on voit bien que le problème aujourd'hui de l'islam, c'est que tout signe fait immédiatement sens, avant même qu'on essaye de savoir ce que ça signifie, fait immédiatement sens de cette guerre dans une logique. Voilà, dans une logique de ce que j'appelle non plus le différentialisme qui met à distance, mais ce que j'appelle le différentialisme intrusif, c'est-à-dire qui se permet de réagir en disant de toute façon, c'est que de la self-défense, c'est la légitime défense, puisque le seul fait qu'il soit là et qu'il s'hybride à nous, entre guillemets, cette hybridation culturelle est déjà une agression. Parce que sinon, ça serait absolument incompréhensible de tout mélanger, comme on mélange tout aujourd'hui dans la société française, il serait absolument incompréhensible qu'on ait des partis populistes dont le seul programme consiste en cela. Et j'ajouterai par rapport à ce que disait François, que le problème, c'est pas les extrémistes, mais c'est lorsque les extrémistes sont en lien avec les autres. Je dirais qu'en Europe, le problème, quelque part, il est encore plus grave, parce que c'est lorsque les extrémistes se font accepter en devenant le centre du jeu politique, c'est-à-dire le centre de gravité à partir duquel les autres se définissent. Et c'est ça qui est grave, et c'est ça qui est en train de se passer, en quelque sorte édulcorant l'extrémisme comme n'étant pas extrémiste, comme étant quelque chose d'admissible, parce que finalement, etc. Et c'est à proprement parler, si on fait une comparaison, même si comparaison n'est pas raison, ce qu'on appelle le national-socialisme. C'était ça. Le national-socialisme, il a fonctionné, pas au moment où il était extrémiste, laissé à la marge, mais à partir du moment où il est devenu le cœur du système politique, que les autres se sont définis par lui, que du coup ça avait l'air normal, c'était complètement naturalisé. Et je trouve que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe. Peut-être dans des conditions différentes, peut-être, je ne sais pas, avec une moindre gravité, je ne sais pas. Mais en tout cas,
C'est ce qui est en train de se passer structurellement. Ça veut dire que, pareil, un bouddhiste qui pratique la méditation, qui est dans le côté plus spiritualiste, il va se sentir plus proche d'un néo-soufi occidentalisé qui va développer un discours qui ressemble, dans une certaine mesure, à un discours qui peut être new-agisé, dans une certaine mesure seulement, il va se sentir plus proche que d'un bouddhiste qui va être un bouddhiste réactionnaire qu'on trouve surtout au Sri Lanka ou ailleurs. Mais eux, ils peuvent se rejoindre et d'ailleurs prétendre pratiquer ces différentes pratiques en même temps, presque simultanément, que c'est complémentaire, etc. En revanche, chez les fondamentalistes, ils ont besoin les uns des autres de se distinguer symétriquement, même s'ils pensent la même chose. Par exemple, les fondamentalistes protestants américains sont ceux qui sont à l'origine de la fameuse vidéo sur l'islamisation de l'Europe. Oui. Ils sont dans l'idée, ils sont anti-islam, ils ont le sentiment, on voit avec Donald Trump, c'est toute cette matrice-là. Ils ont des idées réactionnaires du point de vue des mœurs, etc. Ils s'opposent à ce qui est supposé être en face. Donc c'est eux qui nourrissent et produisent la thèse de la guerre des civilisations, et ils la nourrissent, en fait, parce qu'on est dans un monde global, mais en la rejetant, en prétendant la rejeter. Et donc ceux qui sont en face, par exemple les musulmans qui eux seraient fondamentalistes aussi, ben, ils ont besoin aussi de ça, en sens inverse. Et donc finalement aujourd'hui on a une sorte de système global. Alors, je vous ai dit, du point de vue du capital économique, symbolique, etc., le spiritualisme, et puis le deuxième charismatisme, le troisième, fondamentaliste, ça serait plutôt une sorte le problème serait un problème en termes de capital symbolique, pour parler comme Bourdieu, c'est-à-dire reconnaissance de soi, sentiment d'humiliation, etc. Et donc ça veut dire qu'on peut être effectivement très riche et être en même temps fondamentaliste, on peut même être en gros capital culturel, intellectuel, pas intellectuel, ça dépend des configurations, ça dépend des biographies, ça dépend du contexte social, etc. Alors quand je dis ça, beaucoup de gens me disent que c'est, je finis par là, c'est nier la dimension religieuse. Non, je ne nie absolument pas la dimension religieuse, je m'intéresse à la dimension religieuse, mais qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit religion? Pour moi, la religion, c'est la dimension, j'appelle, je dirais, mythique de l'être humain, c'est-à-dire comment est-ce que les êtres humains construisent une narration qu'ils mettent en scène d'eux-mêmes, et les religions sont juste des entreprises, pour moi, spécialisées dans la construction et la diffusion de ces narrations qui permettent la mise en scène, qui permettent donc de donner un sens au-delà de notre simple composition physiologique, etc. C'est donc, une sorte de... On construit en quelque sorte un second nous-mêmes par le religieux, un nous-mêmes mythique dont on a tous besoin, mais qui peut être plus ou moins structuré, et que les religions sont les entreprises classiques, dont les religions sont les entreprises classiques de structuration. Donc, oui, la dimension religieuse est présente dans ce sens-là. Mais quand on entend religion, je ne sais pas pourquoi, on entend immédiatement la religion, non pas en amont, c'est-à-dire au niveau de ce que j'appelle l'adhérence au soviétique, mais seulement au niveau de l'adhésion, comme quand on adhère en réfléchissant à un parti politique, à une institution religieuse et autres. Et pour moi, le religieux, c'est beaucoup plus profond que ça, et ça ne se manifeste pas forcément, ça ne se cristallise pas forcément dans une institution proprement religieuse qui justifie une adhésion. Voilà. Donc, pour moi, le plus important, ça a été de montrer qu'aujourd'hui, il y avait une sorte de système religieux global avec ces trois forces, et que contrairement aux apparences, ces trois forces, elles existaient à l'intérieur des mêmes institutions religieuses, et qu'elles se combattaient souvent, et qu'en plus, elles produisaient un effet qui est étonnant contrairement à ce qu'on entend, c'est une dissolution des dogmes et des croyances de fond, c'est-à-dire qu'on croit de plus en plus la même chose, au-delà même des frontières strictement dogmatiques, et paradoxalement, en extrapolant esthétiquement sur sa religion. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques du fondamentalisme, c'est d'extrapoler sur les dimensions esthétiques du religieux, les dimensions rituelles du religieux, et à la fin, quelque part, chez certains d'entre eux d'ailleurs, il y a une sorte de vidange du contenu dogmatique réel, c'est-à-dire des réalités traditionnelles. François Bocage.